Eh bien, bonsoir. Merci d'être venu pour cette conférence. Donc, cette conférence aura pour thème la valorisation des outils grand public au niveau du 3D et l'application de ces outils qui maintenant touchent le grand public alors qu'à l'origine ces outils 3D étaient plutôt destinés à un public de spécialistes. L'application de ces outils dans un projet très concret qui va être la visite de la Villa des Mystères. Donc en quelques mots, je vais me présenter. Donc Jean-François Bonnet, je suis enseignant-chercheur, je travaille à Paris 5, mais aussi j'interviens dans différents types d'établissements, des écoles d'ingénieurs et même des lycées, pour justement travailler sur le fait de faire entrer dans le grand public les nouveaux usages ou les nouveaux outils autour des technologies de l'information et de la communication. Et à côté de cette activité d'enseignement, je m'occupe de réseaux d'innovation et de recherche, dont on parlera dans un instant. En particulier, je me suis pendant longtemps occupé du réseau Inolam, et maintenant je continue de m'occuper d'Inolam, mais plus particulièrement d'un réseau beaucoup plus large qu'Inolam qui s'appelle Innovando. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue qui va se présenter. En ce qui me concerne, donc je suis l'archéologue de service ou l'historien de l'art qui sera plutôt chargé ici d'insister sur l'importance historique, disons unique en son genre, de ce monument. Et donc de présenter plutôt l'aspect historique du monument que nous allons maintenant voir sous divers angles et sous divers aspects. Alors, je voulais préciser que cette conférence a été préparée avec un certain nombre de partenaires, des partenaires qui sont soit pour certains présents dans la salle, d'autres qui sont beaucoup plus éloignés, puisqu'il y en a qui sont hors de France. Et en particulier, je voulais citer Brahim Khalel, qui nous a aidés dans une grande partie de la modélisation de la Villa des Mystères. Je citerai les autres partenaires au cours de la conférence. Alors, dans un premier temps, on va poser les grandes bases qui vont nous permettre d'apporter ce que nous voulons vous présenter dans cette présentation. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter en quelques mots la villa, l'origine, le contexte. Et puis, je vous parlerai rapidement aussi des technologies 3D et patrimoine. Ensuite, les réseaux d'innovation et de veille. On commence peut-être par la villa pour nous rappeler un petit peu quelles sont l'origine de la villa et où elle se trouve. Oui, donc, je ne sais pas si on entend. Il s'agit d'une villa romaine qui se trouvait sur le territoire de Pompéi. Je crois qu'il faudrait arrêter de bouger parce que j'ai le vertige facilement. Donc on voit ici la baie de Naples qui va de la région de la ville de Misène, ici, jusqu'à la pointe de Sorrente. Cette baie de Naples était un lieu très particulier de l'Italie romaine, puisque nous sommes ici en Campanie, au sud de Rome, dans un lieu, disons, qui était très pénétré de culture grecque, qui possédait des liaisons permanentes avec le monde grec et en général les deux bassins de la Méditerranée par le port de Puzzol, qui se trouve ici, qui était le grand port commercial de Rome. Ensuite, donc il y avait une présence grecque très importante puisque la ville de Naples était restée une ville grecque, même avec la totale romanisation de la région. Il y avait d'ailleurs l'ancienne colonie grecque de Cume, qui en réalité à l'époque qui nous intéresse englobait toute la zone jusqu'à Misène. Et Cume était évidemment, disons, une ancienne colonie grecque qui avait joué un rôle très important dans le passé romain. C'est là que était située l'origine des oracles dits sibyllins utilisés par l'État romain.
Et Virgile, naturellement, a montré la visite d'Énée à Cumes. Cette région a été, disons, assez vaste tout de même, a été romanisée complètement à partir, assez tardivement, à partir des années 80 avant Jésus-Christ, puisque les Romains ont installé des vétérans de l'armée, en particulier à Pompéi. Donc, Pompéi devient, en 80 avant Jésus-Christ, une ville romaine dirigée, enfin soumise, disons, à des vétérans de l'armée, puisque Pompéi s'était révolté avec une partie de l'Italie contre le pouvoir de Rome et avait été vaincu. La Villa des Mystères elle-même est, d'après, disons, les dernières études qui ont pu être faites, était certainement une fondation coloniale des origines de la colonie romaine. C'est-à-dire que la Villa des Mystères a dû être construite ex novo aux alentours des années 80-70 avant Jésus-Christ, pour le compte d'un vétéran et probablement d'ailleurs d'un des personnages les plus importants de la colonie romaine de Pompéi, c'est-à-dire vraiment un des tout premiers personnages qui devait être donc un officier très proche du dictateur Sylla. L'intérêt, donc le territoire de Pompéi est en réalité très vaste. Hein. Vous voyez ici Pompéi intramuros, donc la ville antique elle-même. Je crois qu'il faudrait. Mais le territoire de Pompéi donc est très vaste. Il englobe des localités comme Torre Annunziata, Bosco Reale, Bosco Trecase, Tercigno. Donc en réalité, le territoire de Pompéi va jusqu'aux pentes du Vésuve. Et on a retrouvé donc, alors donc aujourd'hui ce sont des localités souvent très peuplées comme Torre Annunziata par exemple, mais dans l'Antiquité tout ceci est un territoire agricole extrêmement riche avec une culture de la vigne et une exportation du vin qui enrichissait considérablement alors disons avant l'arrivée des Romains, la population locale qui était ce qu'on appelait les Samnites. Les Samnites qui venaient d'Italie centrale, et à partir de 80 avant Jésus-Christ, donc les Romains eux-mêmes, les vétérans de l'armée romaine, qui se sont installés à la tête d'exploitations agricoles et plus précisément vinicoles. Donc ces noms ici, Torre Annunziata, Bosco Trecase, Bosco Reale, sont très connus dans la littérature archéologique parce qu'on y a trouvé des villas romaines. Et donc, par exemple, la villa de Torre Annunziata, enfin, on a retrouvé 2 villas à Torre Annunziata, donc dans ce secteur. Plusieurs villas à Bosco Reale, par exemple, le musée du Louvre possède des peintures, enfin surtout une peinture très célèbre d'une villa de Bosco Reale, ainsi qu'un trésor d'argenterie d'une autre villa de Bosco Reale, qui, disons, est un des joyaux du musée du Louvre. Alors, la Villa des Mystères elle-même a, d'autre part, la particularité d'être située à proximité immédiate de Pompéi, et vraisemblablement, cette proximité et la richesse même de la villa sont liées à la qualité, disons, du propriétaire de cette villa, sur le nom duquel on a fait des hypothèses, mais malheureusement, nous n'avons pas de certitude. Que dire tout de suite? Oui, ce qu'on appelle donc villa romaine, en réalité, à l'origine, c'est une ferme. Mais la villa romaine a traditionnellement, disons, possédé un secteur pour l'habitation de son propriétaire. Comme les grandes familles romaines, disons les familles de l'aristocratie, étaient des familles de l'aristocratie terrienne, elles possédaient un très grand nombre de villas. Et disons qu'on développait des habitations de luxe dans ces villas uniquement pour la réception du propriétaire au cours de ses tournées, disons. Et c'est ce que les Romains donc appelaient la partie urbaine des villas, c'est-à-dire la partie, disons, qui ressemblait aux maisons, aux hôtels particuliers qu'on trouvait dans les villes.
Alors dans le cas de la Villa des Mystères, d'ailleurs, c'est une villa tout à fait traditionnelle qui, grosso modo, dont la superficie est répartie à peu près à égalité entre un secteur, disons, ce qu'on appelait un secteur rustique et un secteur urbain, c'est-à-dire une partie d'habitation. On verra ensuite les particularités de cette partie d'habitation. Avant de repasser la parole à Jean-François, je précise que évidemment, la Villa des Mystères est très célèbre en raison surtout de l'existence d'une fresque dont les dimensions et le contenu sont absolument uniques dans le patrimoine légué par l'Antiquité grecque et romaine, et dont la réputation est liée, bien entendu, à des allusions précises et nombreuses à la divinité ou dieu Dionysos et à des mystères qui étaient pratiqués, disons, dans le cadre d'une religion dionysiaque privée, mais ces mystères étaient très répandus dans le monde méditerranéen, et d'autre part, l'existence de ces mystères est attestée sur une très longue période. Bien, donc, maintenant qu'on a présenté un petit peu le contexte dans lequel se trouve cette villa que nous allons vous présenter, je voudrais vous dire quelques mots sur tout ce qui concerne les technologies 3D et patrimoine. Le domaine des nouvelles technologies, en fait, regroupe différents domaines très différents. Mais le domaine qui va plus particulièrement nous intéresser ce soir va concerner la reconstruction 3D, ou en tout cas les outils qui vont permettre, grâce à la 3D, de percevoir davantage certains éléments d'un lieu ou d'un objet ou d'objets qu'on cherche à reconstruire, justement pour faciliter la compréhension de cet objet ou du lieu qu'on cherche à reconstruire. Donc au niveau de la 3D du patrimoine, il y a énormément de choses qui se font. En quelques mots, vous avez peut-être déjà entendu parler, vous savez que cette année c'est l'anniversaire pour Cluny, donc il y a énormément de nouvelles technologies qui sont développées autour du site de Cluny. C'est un site emblématique, mais il y a énormément d'autres sites ou d'autres événements qui mettent en avant la 3D liée au patrimoine. Donc je ne vais pas les passer complètement en revue. Je voudrais simplement pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous retourner vers un cycle de conférences qui a été organisé par Ars Mathematica, le premier réseau d'innovation que je voudrais vous présenter dans un instant. Cycle de conférences qui a eu lieu il y a 1 an ou 2 ans, et dont les DVD sont encore accessibles, ou les conférences sont encore accessibles sur Internet, et ce cycle de conférences rassemblait un certain nombre d'intervenants, soit au niveau de la restauration, soit au niveau de la simulation, soit au niveau de la recherche même simplement, de lieux, d'endroits ou de situations historiques. Et vous avez donc dans cette conférence, on a pu voir que énormément de pistes existaient, beaucoup de pistes nouvelles encore restaient à inventer ou étaient en cours de développement. Et donc en fait, ce sera une gageure d'essayer en 1 heure ou en 1 heure et demie de faire un parcours complet de la 3D et le patrimoine. Alors je voudrais en tout cas vous parler des réseaux d'innovation et de veille, parce que c'est ce qui nous a amené ici aujourd'hui. Gilles et moi-même appartenons au réseau Ars Mathematica, qui est une association qui regroupe des chercheurs, des artistes, des scientifiques, des ingénieurs, pas uniquement en France, c'est complètement international. Et ces différentes personnes se rassemblent pour travailler sur des projets, des conférences, pour sensibiliser soit le grand public, soit des professions qui pourraient avoir intérêt à utiliser les nouvelles technologies, mais qui ne savent pas nécessairement de quelle façon ces nouvelles technologies pourraient leur être utiles. Pour ceux qui s'intéresseraient à ce réseau, donc Ars Mathematica, je vous invite à aller sur le site interscult.org qui résume en tout cas, ou qui donne les liens sur les différentes manifestations organisées. Et donc, dans le cadre d'Ars Mathematica, on a un certain nombre de personnes qui travaillent sur des projets qui peuvent être soit des projets artistiques, soit des projets scientifiques, ou même carrément des projets plutôt liés avec le monde amateur, que je vais vous présenter dans un instant. Et des projets donc avec différents objectifs,
différentes sensibilités. Certains vont être très très stricts sur la reconstruction 3D des objets, d'autres vont être beaucoup plus un petit peu moins rigoureux, mais vont plutôt utiliser ces reconstructions 3D ou ces outils 3D pour sensibiliser un public. Il peut s'agir d'un public d'élèves, il peut s'agir de différents types de publics, même simplement quelquefois des amateurs qui sont passionnés d'un élément d'architecture de leur région, de leur commune, et qui vont pouvoir justement essayer de modéliser avec leurs outils, avec leurs propres moyens, modéliser les choses qui les intéressent dans leur environnement proche ou pas. Et donc, Ars Mathematica permet de rassembler un certain nombre de personnes. Il y a aussi des industriels qui travaillent dans le domaine de la technologie 3D, qui participent à ces projets, et ça donne un certain nombre de projets tout à fait intéressants qui enrichissent mutuellement les participants. Donc, première chose, c'est Ars Mathematica. Le deuxième réseau d'innovation et de veille est beaucoup plus large que l'art et la science. Il s'agit en fait du réseau Innovando Inolam. Inolam qui veut dire Innovative Online Application Matrix. En fait, il est matrice dans le sens la génération d'applications online. Et il s'agit, Innovando ou Inolam, de deux réseaux qui ont pour objectif de faire se rassembler des sociétés, alors des grosses comme des petites sociétés, qui vont travailler ensemble sur une problématique commune. Donc on a entre 10 et 20 projets qui sont pour certains des projets purement industriels, d'autres des projets plutôt liés à l'art ou plutôt liés à des sensibilités de recherche historiques ou non. On a aussi des projets autour du domaine de la biologie par exemple. Et le fait d'avoir des personnes qui vont chacun être spécialistes dans leur domaine, c'est-à-dire qu'on va avoir une société qui va être spécialisée dans les télécoms, une autre société qui va être spécialisée dans le domaine de la reconstruction ou de l'impression d'objets 3D, eh bien le fait de mettre ensemble des spécialistes dans un domaine ou autour d'un projet fédérateur va permettre à chacun des participants, donc les sociétés ou les chercheurs ou même des personnes physiques, va leur permettre de développer leur propre projet ou d'acquérir des compétences qui ensuite vont leur servir pour leur propre projet en dehors des réseaux Innovando et Inolam. Donc, personnellement, je crois beaucoup dans ce type de réseau, parce que ça permet, avec finalement assez peu de moyens, si ce n'est des ressources humaines ou du temps passé, et puis évidemment, il y a quand même, on a besoin de ressources physiques pour acheter ne serait-ce que du matériel. Là, tout à l'heure, la visite, quand vous avez eu la visite du site de Pompéi, on a pu voir donc une carte 3D sur Google Earth, je pense que vous connaissez tous le logiciel. Eh bien, la navigation s'est faite avec ce type d'outil, une souris 3D. Donc évidemment, dans ce genre de réseau, on a des besoins matériels, mais la structure même qui veut que les différents participants s'impliquent dans les projets parce que eux-mêmes vont avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer de nouveaux systèmes ou de nouveaux usages autour de ces technologies permet d'avoir des projets qui après, soit sur le domaine de la recherche, soit sur le domaine industriel, vont donner réellement des résultats. Donc Innovando et Inolam sont deux réseaux qui travaillent dans ce domaine-là. Là, vous avez un exemple des différents types de structures qui interviennent soit au niveau d'Inolam, soit au niveau d'Innovando. Et vous voyez que ces différentes structures peuvent être très très différentes. Alors, justement, quels sont ces différents objectifs qui ont permis, entre autres, de générer ce travail sur la Villa des Mystères? Eh bien, ces objectifs, en fait, vont avoir des grands axes qui vont pouvoir s'adapter en fonction des besoins de chacun au sein du projet. Globalement, on va dire que les axes de développement sont soit de valoriser la recherche scientifique, soit de valoriser le patrimoine, évidemment, et puis pas uniquement valoriser la recherche scientifique, mais aussi valoriser le travail ou les compétences industrielles d'un certain nombre de sociétés. Je voudrais par exemple citer deux sociétés, la société Axiatech, dont nous aurons l'occasion de reparler dans un instant, qui fabrique des objets en 3D, qui imprime des objets en 3D, ou la société SkyDesign, qui est en train de générer par exemple un site qui s'appelle moncadeauenvers.com. En fait, il s'agit de sociétés qui sont pas très grosses, mais qui travaillent dans des domaines très très à la pointe, sur un domaine qui est cher à Ars Mathematica, c'est le domaine qu'on appelle le domaine du DOOD, D-O-O-D, Digital Object on Demand. C'est-à-dire que on est dans le domaine de masse, on va vendre des objets ou on va fabriquer des objets pour énormément de personnes, mais chaque objet
sera commandé et fabriqué sur mesure en fonction de la demande de l'internaute. Je vais vous citer un exemple que vous connaissez tous. Quand par exemple vous avez des sociétés qui vont vous imprimer des photos que vous allez commander sur Internet. Donc vous allez envoyer vos photos à la personne ou à la société qui doit vous imprimer vos photos. Ces photos vont être imprimées à l'unité pour les personnes, pour vous-même, pour les personnes qui ont fait les photos et qui les demandent. Mais on ne va pas se trouver devant une société qui va imprimer 10, 20, 100 photos. On va se trouver devant des sociétés qui vont avoir des grosses machines, toute une architecture en interne ou toute une chaîne de traitement en interne dans la société pour pouvoir fabriquer des centaines de millions de photos. Mais chaque photo va être individualisée en fonction de la personne qui a fait cette demande. Eh bien, dans le Digital Object on Demand, on commence à voir apparaître un nouveau domaine industriel, même si ceux qui travaillent dans le domaine de l'automobile ou de l'aéronautique savent que ce genre de technologie existe déjà depuis au moins 10 à 20 ans. Mais on commence à voir apparaître tout un domaine industriel qui va toucher le grand public et qui va permettre à chaque personne de commander un objet qui sera fabriqué pour cette personne à l'unité. Et donc on va avoir un objet parmi 100 millions d'objets qui vont être fabriqués pour 100 millions de personnes, mais chaque objet sera complètement individualisé. Alors peut-être que ce que je suis en train de vous dire vous paraît un petit peu obscur. Dans un instant, on verra une vidéo sur la fabrication d'un objet 3D, et vous aurez donc plus l'occasion de comprendre ou de saisir ce que je veux signifier quand je parle de fabrication d'un objet à la demande. Donc en tout cas, les grands axes de développement dans les réseaux d'innovation vont concerner donc la valorisation de la recherche scientifique, la valorisation des compétences des sociétés, et je citais donc par exemple SkyDesign ou Axiatech, qui sont des sociétés d'Ars Mathematica, de l'association Ars Mathematica ou d'Inolam. Et ces sociétés, en fait, ont vraiment pour vocation de réfléchir avec des artistes, réfléchir avec des scientifiques, avec des historiens, sur la façon de fabriquer ou de réaliser des objets qui vont être utiles dans une démarche scientifique ou dans une démarche industrielle. Alors évidemment, parmi les autres axes de développement, c'est tout ce qui va être une diffusion des connaissances. Et au sein du réseau Innovando ou Inolam, nous utilisons beaucoup de logiciels libres. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on travaille dedans. Et on a un certain nombre de personnes au sein du réseau qui contribuent activement dans différents domaines du logiciel libre. À côté de ces réseaux qui vont gérer ou qui vont encadrer, qui vont aider des projets à naître et qui vont encadrer ces projets jusqu'à la réalisation de quelque chose de concret, eh bien, on va avoir, avec le croisement des différentes compétences et des différentes sensibilités des différents membres de ces réseaux, on va avoir en fait une veille très active et très très large qui va être très profitable à tout le monde, à chacun des membres de ces réseaux d'innovation. Et une idée ou un concept, une nouvelle façon de faire repérée par un membre du réseau qui va apporter cette information aux autres membres de l'association, par exemple, permettra à la personne peut-être qui pourrait être la personne destinataire de cette première idée, mais qui n'avait pas eu vent de cette première idée, lui permettra de réfléchir ou d'assembler différents éléments afin de construire soit un nouveau projet, soit de développer de nouvelles compétences, et finalement de permettre de continuer de progresser dans les différents domaines qui font partie des grandes directions de ce réseau. Donc une veille active et permanente qui est très très importante, d'où l'importance aussi pour nous de travailler avec les écoles. Pourquoi ? Parce que travailler avec des écoles, que ce soit des universités, que ce soit des écoles d'ingénieurs, ou même, comme je vous l'ai dit, dans certains cas avec des lycées, permet en fait d'avoir, comme on dit dans le logiciel libre, plus il y a de personnes qui regardent un code, plus il y a d'yeux qui vont essayer de repérer des bugs. Eh bien, au niveau de la veille, c'est un petit peu la même chose. Ça va permettre d'avoir énormément de personnes avec différentes sensibilités, différents niveaux d'études. Et quand vous êtes face à une classe, dans une classe donnée, pour un niveau de données d'études, eh bien, vous avez beaucoup de sensibilités différentes au sein des étudiants. Eh bien, ça va permettre d'avoir différents points de vue des technologies sur lesquelles on a envie de faire de la veille ou de l'innovation. Donc, cette veille active et permanente est encore démultipliée par ce travail qui est fait avec différentes écoles ou établissements d'enseignement supérieur ou non. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais vous montrer donc avec le logiciel suivant. On va commencer tout de suite par survoler un petit peu la Villa des Mystères, et nous pourrons comme ça, la Villa des Mystères telle qu'elle a été reconstruite, ça démarre,
telle qu'elle a été reconstruite, mais on va regarder plutôt un film dans un premier temps. Voilà, je vais le remettre. Avant que le professeur Gilles Sauron puisse détailler davantage l'architecture et son discours à l'intérieur sur les fresques à l'intérieur de la villa. Je sais pas si tu veux en dire quelque chose là-dessus, comment ça se déroule. Oui, donc ça va être difficile toujours en mouvement. Si vous voulez, on peut revenir, parce que là on va un peu vite. Donc là, en fait, on a un... Il faudrait revenir en arrière, je pense. Je vais mettre après en manuel dessus. Pour l'instant, on a un film donc, qui nous permet de faire un tour sur la villa, et puis on pourra ensuite se promener à l'intérieur de cette villa. Donc on a un certain nombre d'éléments. Alors, je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus. Les projets qu'on présente, les reconstructions 3D qu'on vous présente là, ont toutes été réalisées par des amateurs ou par des personnes qui ne sont pas des professionnels de la 3D. Puisque l'objectif du travail qui est représenté, le travail sur la Villa des Mystères est une partie de ce travail-là, est de faire de la veille sur les outils 3D accessibles à des personnes qui ne sont pas des spécialistes de la 3D. Donc, en termes de rendu, on va avoir des rendus qui sont peut-être un petit peu différents que les rendus qu'on peut avoir avec une société qui ferait de la 3D avec des spécialistes en termes de modélisation. Donc, tout ce que vous voyez là a été réalisé par des personnes qui ne connaissaient pas le travail sur la 3D avant de réaliser ce tour de la villa. Alors, voilà, on arrive à la fin et je vais refaire peut-être... On va maintenant se promener directement dans la villa. Voilà. Oui, en réalité, la Villa des Mystères, donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le corps central de la villa, c'est-à-dire le centre d'une propriété agricole avec le regroupement d'une part de l'habitation du propriétaire et d'autre part de la partie la plus noble de l'activité agricole, c'est-à-dire en fait essentiellement la zone des pressoirs pour le vin ou éventuellement pour l'huile. Ici c'était pour le vin. Il faudrait s'arrêter là. Donc cette villa a été en réalité installée sur les pentes, donc les dernières pentes du Vésuve près de Pompéi. C'est une zone évidemment où le terrain est assez mouvementé, et elle était dirigée vers la mer, c'est-à-dire que la façade qu'on voit ici est une façade qui regardait vers la mer du golfe de Naples. La partie agricole proprement dite était placée autour du péristyle, et l'entrée principale en réalité ici qui devait être accessible par la route qui reliait Pompéi et Herculanum. Donc cette entrée principale donnait directement ici sur un péristyle, donc sur une cour bordée de portiques qu'on voit ici. Alors ça, c'est une particularité, c'est-à-dire qu'évidemment une maison romaine de Pompéi traditionnelle s'ouvrait directement sur ce qu'on appelle l'atrium, c'est-à-dire une pièce de vieille tradition italique, avec une ouverture dans le toit et un bassin de réception des eaux de pluie. Et éventuellement, on avait un péristyle au fond de la maison. Donc ici, c'est l'inverse. Et ce genre de dispositif est connu en particulier par Vitruve dans son traité de l'architecture. Alors, la zone des pressoirs se trouvait donc ici, au bord du péristyle. Ce qu'on voit ici, c'est une zone balnéaire, si vous voulez, donc avec un petit atrium, selon la tradition des bains romains, qu'on trouve aussi bien dans les villas que dans les thermes publiques. Et puis ici, un aménagement assez simple avec une salle tiède et une espèce de sauna, si vous voulez, de plan circulaire comme on en connaît beaucoup. Donc, en réalité, la partie privée se trouvait très loin de l'entrée.
et elle était donc disposée en façade devant la mer. Elle était par ailleurs construite sur une terrasse artificielle. Donc il y avait un soubassement qui était doté de ce qu'on appelle une crypte ou un cryptoportique, donc disons un couloir masqué à l'intérieur de ce podium. Et la partie, disons, la plus intéressante, en tout cas du point de vue de l'histoire de l'art, si vous voulez, et de l'histoire des religions, était disposée dans un angle de la partie privée, si vous voulez, de la partie dite urbaine, ici. Et à l'époque où cette villa a été construite, vers 80-70 avant Jésus-Christ, eh bien, ces pièces donnaient directement sur un portique à travers lequel on pouvait voir le paysage marin, donc, de ce fameux golfe de Naples. Alors je reviendrai peut-être ensuite sur le plan plus précisément. Je signale que de part et d'autre de l'atrium, on a découvert un certain nombre de salles à manger, elles-mêmes décorées, disons, de façon assez luxueuse, enfin extrêmement luxueuse, et aussi des chambres à coucher, mais j'en reparlerai ensuite. On passe tout de suite à... Oui, je peux parler... Bien, vous m'excuserez, c'est parfois peut-être un petit peu sombre, mais je vais essayer d'éclaircir le problème autant que je le pourrai. Alors, évidemment, cette villa qui a été découverte en 1909 dans une propriété privée d'un monsieur qui s'appelait Item, donc tout près des remparts de Pompéi. Cette villa a suscité immédiatement un intérêt mondial, puisque on a découvert à l'intérieur, disons, un décor tout à fait exceptionnel de 29 personnages manifestement reliés au monde dionysiaque, je reviendrai là-dessus ensuite, disposés sur les 4 côtés d'une pièce assez vaste. Et cette pièce assez vaste est reliée à une chambre à coucher. Disons, l'intérêt des historiens de l'art, des archéologues, a été immédiatement suscité par cette découverte, donc juste avant la guerre de 1914. Il y a eu tout de suite beaucoup d'études qui ont paru en Angleterre, en Italie, en France, aux États-Unis, etc. Alors, ce qui s'est manifesté au départ, disons, c'est une conscience à peu près unanime qu'il s'agissait d'un document à contenu religieux tout à fait intéressant et central. Et en particulier parce que dans l'axe de cette salle, on voit apparaître ce personnage ici qui occupe en réalité à peu près l'axe de la composition et qui est Dionysos lui-même. Évidemment, il a à la fois ses attributs, en particulier une couronne de lierre et puis ce bâton un peu bizarre qui est décoré en particulier de vignes et que les Grecs appelaient le thyrse, T-H-Y-R-S-E, le thyrse, mot grec qui est passé évidemment chez les Romains. Ce dieu est présenté d'ailleurs ici assez curieusement, comme on l'a dit, à moitié vautré, si vous voulez, contre un personnage féminin qui, pour notre malchance, tombe dans la seule lacune que présente cette fresque, puisque vous voyez qu'ici, malheureusement, la fresque a été en partie détruite. Mais en tout cas, donc, il y a un personnage féminin qui se trouve, en réalité d'ailleurs, exactement au centre de la composition, ce qui a fait penser d'ailleurs que ça n'était pas vraiment le dieu qui jouait les premiers rôles, mais plutôt sa compagne, qui manifestement, évidemment, est une déesse. Avant de poursuivre, je voudrais vous
insister sur un point, c'est que vous avez évidemment, ce qu'on regarde le plus ici, ce sont les personnages sur un fond rouge, hein, le fameux rouge pompéien qu'on obtenait en payant très cher à l'époque avec du cinabre. Mais il faut quand même noter ici que le luxe extraordinaire de cette peinture se retrouve à tous les niveaux ici de la composition, en particulier. Vous voyez apparaître en bas ici ces plaques jaunes, ce sont des représentations en trompe-l'œil avec une qualité d'illusion stupéfiante d'un marbre qui était très connu à l'époque chez les Romains, qu'ils appelaient le marbre numidique, et qui provient des carrières de Chemtou en Tunisie. Et autre trompe-l'œil extraordinaire, ce sont ces plaques ici de ce qu'on appelle habituellement l'albâtre égyptien, qui est en réalité un onyx, qui a toujours été utilisé en Égypte, disons, des premières dynasties jusqu'à nos jours, et que les Romains prisaient particulièrement, puisque cet onyx, une fois scié et poli, donne ces espèces de motifs polychromes avec des formes aléatoires, si vous voulez. J'ai plus de... avec ces formes extraordinaires. Donc, et ici, vraiment, l'illusion est là encore tout à fait extraordinaire. Donc, alors, j'insiste sur ce point parce que les Romains, disons à l'époque, ici, nous sommes en présence d'une villa qui a dû être possédée par un membre de l'aristocratie sénatoriale de Rome, ou en tout cas un personnage qui en était très proche, puisqu'il devait être au minimum un officier de l'entourage de Sylla, hein, qui est un grand personnage historique de ces années. Donc, cette aristocratie romaine, dans la Méditerranée de l'époque, était dotée d'une richesse extrêmement importante. Et à dire vrai, la plupart des commandes d'œuvres d'art, même d'ailleurs de commandes d'œuvres d'art dans des domaines privés, aussi bien en peinture, en sculpture, en art décoratif, en tapisserie, en mosaïque, etc. Les commandes étaient essentiellement passées par des membres des aristocraties romaines, pas seulement celles de Rome, mais même, disons, des personnages très riches qui habitaient l'Italie. Donc, disons, la plupart des artistes grecs se mettaient au service des Romains, et déjà d'ailleurs depuis au moins la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on peut dire, si vous voulez, sans exagérer, que cette fresque a été réalisée par ce qui serait l'équivalent d'un très grand peintre florentin de la Renaissance ou un membre de son atelier, si vous voulez, en termes de qualitatif, si vous voulez. Ce n'est pas du tout comme parfois on entend des gens dire qu'il s'agit d'une espèce de version améliorée de la peinture en bâtiment. Non, on voit très mal, je ne sais pas pourquoi. Oui. Est-ce qu'il serait possible peut-être de détendre un petit peu, s'il vous plaît ? Non. Là, les projecteurs qui sont juste sur la scène. Merci. C'est mieux là, peut-être. Ah ouais, on voit bien. Apparition de Dionysos. Alors, en ce qui concerne je répète donc si vous voulez, la situation sociale du propriétaire. Vous voyez ici une vue donc du fameux péristyle qu'on a vu tout à l'heure, à partir de l'atrium. Donc ce mur ici appartient à l'atrium. Les fresques que l'on devine appartiennent à la même époque que celles de la grande fresque dionysiaque.
Ici, vous voyez qu'il y a un vide. Ce vide devait être rempli vraisemblablement par un tableau en bois peint. Et l'encadrement que vous voyez très mal, qui est d'ailleurs assez abîmé, montre des empilements d'armes. Et on voit d'ailleurs ce motif qui apparaît à plusieurs reprises dans le décor de l'atrium. Alors ces empilements d'armes désignent le propriétaire, en effet, comme un ancien officier, si vous voulez. Donc mais c'est un argument parmi beaucoup d'autres qui permet de dire que le propriétaire de cette villa, qui a été responsable de la décoration somptueuse que l'on va un peu détailler maintenant, ce propriétaire, je répète, appartenait vraisemblablement à l'état-major de Sylla, donc ce personnage qui avait été consul de Rome, avait ensuite exercé ce qu'on appelle la dictature, ce qui n'a pas le sens d'aujourd'hui chez nous, évidemment. Et Sylla, donc, qui avait vaincu Mithridate, le roi du Pont, et qui était revenu d'ailleurs en Italie pour vaincre, disons, pour faire une guerre civile d'ailleurs contre ce qu'on appelait les populaires, donc qui avaient gouverné Rome. Donc on est véritablement ici en présence, si vous voulez, de quelqu'un qui appartient au premier cercle de l'aristocratie romaine, ou en tout cas qui en est extrêmement proche. Vous voyez donc ici cette restitution 3D vieux style, n'est-ce pas, puisqu'elle date de 1931 et qu'elle a été exécutée avec une simple plume. En tout cas, elle vous montre ici l'état de la villa au moment de sa construction. C'est sa première phase, si vous voulez, puisqu'elle a été remaniée à plusieurs reprises ensuite. Donc on voit ici la base de la villa qui est dirigée vers la mer. Et il s'agit donc ici d'une maçonnerie de béton romain, si vous voulez, qui est constituée d'un certain nombre de massifs voûtés qui supportent la terrasse. Et sur cette terrasse, donc, ici, ce sont les pièces, disons, c'est la partie privée, la partie que j'ai appelée urbaine, puisque c'était l'expression qu'on employait à Rome. Et vous voyez que cette partie privée est centrée sur l'atrium, dont on devine ici la présence par la présence de cet impluvium, enfin cette ouverture dans le toit qui permettait de recevoir l'eau de pluie. Donc les pièces, enfin la pièce, disons, la plus importante par son décor dionysiaque se trouve dans l'angle ici. Et donc elle était totalement isolée, disons, de la partie active de la villa. Elle était totalement isolée et elle était reliée à une chambre à coucher. Donc voilà ici le plan. Hein. Ici on voit cette salle de la fameuse fresque dionysiaque, et puis une chambre à coucher ici, avec une porte qui relie les deux pièces. Alors ce groupement, si vous voulez, d'une chambre à coucher et de ce qu'on pourrait appeler un salon, enfin ce qu'on appelle dans la littérature archéologique, en employant un terme grec, un oikos ou un oikos, un salon. Donc, en réalité, ces deux pièces sont solidaires. Elles forment les appartements privés d'un membre de la maison, si vous voulez. Et comme on va le voir, une femme joue un rôle très important dans la fresque, on parle, disons, des appartements de la domina. Domina, ça veut dire de la propriétaire de la maison. Et alors cette séquence de pièces, chambre et salon, on la retrouve partout dans le domaine italien, si vous voulez, enfin dans les maisons romaines, dans les villas romaines. Par exemple, la maison des Vettii, qui est la maison la plus visitée de Pompéi, avant d'ailleurs qu'elle soit fermée au public, ce qui est le cas actuellement, pour réparation, n'est-ce pas, puisqu'elle subit 1 million de visites par an, ce qui est beaucoup pour une maison romaine qui n'en voyait pas tant dans toute sa vie. Donc, la maison des Vettii comporte, par exemple, des appartements privés, manifestement, d'une femme, et avec exactement la même séquence, chambre et salon. Donc ça, c'est une unité, si vous voulez, d'habitation réservée vraisemblablement à la propriétaire de la maison. La chambre à coucher comportait 2 lits, donc 2 alcôves. Ici, vous voyez cette chambre à coucher qui est reliée
à la salle de la grande fresque dionysiaque. Et ce qu'on voit ici, c'est une des alcôves qui, d'ailleurs, vous le voyez, présentait une couverture particulière puisqu'il y a une fausse voûte, alors que le reste de la pièce est très élevé. Au sol même, là on le voit malheureusement très mal, il y a un tapis de sol, un tapis de mosaïque particulier, avec même un motif de seuil. Donc l'alcôve est isolée même au sol par son décor. Mais ce qui est le plus intéressant ici, et qui est très frappant, c'est que le décor même de l'alcôve est distinct du décor du reste de la pièce. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la partie de la pièce où l'on était debout et éveillé, il n'y a rien. C'est-à-dire le décor est purement un décor de plaquage, de marbre de couleur. Par contre, dans la partie de la pièce où l'on est couché et endormi, curieusement, on voit apparaître ici des personnages. Et ceci relève vraisemblablement d'une conception extrêmement diffusée dans le monde méditerranéen de l'époque, aussi bien chez les Grecs que les Romains que dans toutes les cultures qui existaient dans l'Antiquité. C'est l'idée que le sommeil est, disons, le lieu d'une rencontre possible avec les morts ou avec les dieux. C'est-à-dire que le sommeil n'est pas en quelque sorte un état de simple repos, si vous voulez, mais c'est un état où, disons, l'âme vagabonde en quelque sorte. Et alors, évidemment, il y a les seules personnes qui ne croyaient pas à cette possibilité de rencontre avec les morts et les dieux, c'étaient les épicuriens, puisque eux pensaient que les morts s'étaient, disons, totalement décomposés et que les dieux, de toute façon, étaient totalement séparés des hommes. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Et évidemment, ces personnages qui apparaissent sont dionysiaques. C'est-à-dire que ce sont alors tout le cortège de Dionysos, les satyres, les Silènes, les Ménades. Donc, disons, les rêves, en quelque sorte, le monde onirique qui entoure, disons, les personnages qui vivent dans ces appartements sont de nature dionysiaque. Et en ce qui concerne la composition même du décor, en réalité, ce qu'on a ici, c'est une composition qui est exactement la même, mais en réduction, en miniature, si vous voulez, que celle qui apparaît dans la pièce d'à côté. Alors, pour illustrer, si vous voulez, ce thème du sommeil, ici, c'est une monnaie de Smyrne qui montre Alexandre le Grand en train de dormir et l'apparition pendant son sommeil de deux divinités. On a d'ailleurs exactement le même genre de représentation à propos de Scylla, dont je parlais tout à l'heure. J'ajoute que vous savez que le sommeil jouait aussi un grand rôle dans les sanctuaires médicaux, comme à Épidore, à Kos, à Pergame, puisque les gens qui venaient dans ces sanctuaires médicaux devaient dormir et puis ensuite raconter les contacts qu'ils avaient eus avec les divinités pour qu'on puisse leur donner des remèdes, etc. Alors évidemment, à l'époque où cette fresque a été peinte, on est aux alentours de 70 avant Jésus-Christ, un personnage célèbre qui s'appelle Cicéron possède une villa à Pompéi depuis 60 avant notre ère, 62 plutôt, avant notre ère, et Cicéron a toujours possédé une villa à Pompéi. Et il ne faut pas oublier que Cicéron a écrit ce qu'on appelle le songe de Scipion, c'est-à-dire le rêve d'un grand personnage de Rome qui s'appelle Scipion Émilien, qui, la veille de la prise de Carthage, aurait rêvé qu'il rencontrait son père Polémile et son grand-père, par adoption, Scipion l'Africain, dans la Voie lactée, et que ces personnages qui étaient morts lui expliquaient, disons, quelle était l'ordonnance du monde. Donc on est ici en présence d'un contexte culturel tout à fait particulier et qu'on retrouve d'ailleurs dans une autre chambre,
qui est, là encore, de la même époque, qui présente un décor non moins somptueux, sauf qu'ici, on ne voit apparaître presque aucun personnage, mais uniquement de l'architecture. Et dans cette alcôve, donc c'est une autre chambre qui se trouve de l'autre côté de l'atrium, on voit ici donc une alcôve à gauche, une alcôve à droite, et vous voyez donc ces décors extraordinaires, ces architectures plus ou moins fantastiques, si vous voulez, des imbrications architecturales qui d'ailleurs n'ont aucun rapport avec la réalité de l'architecture de cette époque. Et puis, derrière un rideau noir baissé, on voit apparaître ici un temple circulaire. Et ce temple circulaire, on va le voir ensuite, disons, comporte un personnage, si vous voulez, à l'intérieur. Et exactement comme dans l'autre chambre, vous voyez que la partie de la chambre où l'on est debout et éveillé présente un décor absolument neutre, uniquement, disons, architectural, sans aucune particularité, alors que dans l'alcôve, on voit une espèce de perspective au-delà du mur, vers notamment ce temple circulaire. Et avec donc cette extraordinaire imbrication. Alors il y a une espèce de forme qui malheureusement est totalement évanescente, où certains ont reconnu une déesse et d'autres un dieu, mais malheureusement l'état ici de la fresque interdit toute spéculation. On peut penser qu'il pourrait s'agir d'une divinité, bien entendu, mais tout aussi bien, il pourrait s'agir d'un personnage défunt de la famille qui est représenté dans ce contexte, puisque des morts dans des rotondes, eh bien, il suffit de se promener dans le sud de la France, de pousser jusqu'à Saint-Rémy de Provence, le mausolée des Jules, qui présente 3 étages superposés avec une rotonde au sommet, et à l'intérieur, les statues de 2 défunts. Dans la chambre qui est près de la grande fresque dionysiaque, donc on voit des personnages, ici vraisemblablement Dionysos lui-même, qui est supporté par un silène, et le dieu visiblement a abusé de ses mets favoris, n'est-ce pas, de ses boissons favorites, qui sont plutôt alcoolisées. Ici, on voit un satyre avec ses oreilles animales, son nez épaté, etc. Donc un membre du cortège dionysiaque, si vous voulez. Et puis ici, alors cette femme couronnée de lierre, donc qui est, disons, qui participe à la vie dionysiaque, est ici, disons, un personnage qui pourrait être la propriétaire de la maison, qui aurait pu se faire représenter, à moins qu'il s'agisse d'un membre de, disons, du cortège habituel de Dionysos. Et puis on voit dans cette même chambre représenter des petits tableaux protégés par des volets en bois, qui sont des espèces d'ex-voto, si vous voulez. Et ici, par exemple, on voit un personnage qui vient offrir au dieu Priape, vous voyez, qui se caractérise par surtout sa virilité, comment dire, agressive, donc qui vient offrir un porc ici en présence d'Eros. Et vraisemblablement, Eros et Priape, ce qu'on demande ici doit être lié probablement aux travaux de Vénus, si j'ose dire. Et on voit ici la porte de communication entre la chambre et le salon, et on aperçoit donc, vous voyez ici, une partie de la grande fresque à partir de cette porte. Alors, il y a une chose qui est extrêmement frappante, c'est que dans le salon, le grand salon, les deux scènes qu'on voit d'abord, donc celle que vous venez de voir, c'est celle-ci qu'on voit ici, et la scène qui fait face à celle-ci, sont des scènes qui devaient se dérouler précisément dans le salon lui-même. Puisque ici, ce qu'on voit, c'est une dame qui est en train de se faire coiffer par une esclave. L'esclave qui coiffe, c'est ce qu'on appelle chez les Romains l'ornatrix. Et l'ornatrix joue un rôle très important dans la civilisation romaine, puisque c'était, disons,
une esclave de haut rang, si vous voulez, de rang élevé, qui était très proche des dames de l'aristocratie, qui joue un rôle dans la poésie amoureuse, dans les élégies, par exemple chez Ovide. On a retrouvé des inscriptions, des épitaphes d'ornatrix de la famille impériale. Ce sont des esclaves, c'est vrai, mais disons qui jouent un rôle très important et qui ont un rang très élevé. Alors ici, je n'entre pas pour l'instant dans les détails, donc on voit une scène qui a dû se passer dans ce salon, qui servait à la fois de salle de séjour pour la personne qui habitait dans ces appartements, mais qui pouvait naturellement servir aussi de salle à manger dans les cas où elle recevait, disons, ses amis pour des banquets. Et en face de cette scène, on voit curieusement une autre scène qui a dû se dérouler toujours dans cette salle, puisqu'on voit ici un jeune garçon en train de lire. À l'arrière, une esclave assise qui tient un rouleau de papyrus et qui manifestement est une esclave pédagogue. Je n'entre pas dans les détails, si vous voulez, qui garantissent l'interprétation que je vous donne ici. Et puis vraisemblablement, ici, cette dame d'aspect matronal est vraisemblablement la mère du garçon. Donc, deuxième esclave, cette fois-ci chargée de l'éducation. Et deuxième scène qui devait se dérouler dans la salle elle-même. Alors, je vais rapidement, pour ne pas vous lasser, si vous voulez, vous parler de la question de l'interprétation. L'interprétation a donné lieu à beaucoup de débats et de conflits. Et, disons, on peut calculer à peu près entre 30 et 40 interprétations globales depuis 1909. Et pour des parties précises de ce décor, pour des détails, des scènes particulières, disons, on peut arriver à 10, 15, 20, enfin, identification, par exemple, d'un personnage précis. Le fondateur de l'école biblique de Jérusalem, le père Lagrange, disait qu'il semble que certaines interprétations aient été choisies au petit bonheur, et c'est un peu l'impression qu'on peut avoir parfois. Ce qu'on peut dire, c'est que, disons, la question que pose ce décor enfin, disons, la difficulté, plus exactement, que présente ce décor est liée à une caractéristique tout à fait particulière des peintures décoratives romaines, en particulier à cette époque, qui est l'époque de la fin de la République romaine. Donc, je répète, on est aux alentours de 70 avant Jésus-Christ. Donc, c'est l'époque de Lucullus, de César, de Pompée, de Cicéron, de Caton le Jeune, et ainsi de suite. Donc, dans cette époque, ce qu'on observe, c'est que les Romains, dans l'aristocratie, font faire des décors par de très grands maîtres, manifestement, de la peinture grecque, mais toujours sans commentaire inscrit, sans inscription. Alors ça, c'est une particularité extraordinaire, parce que dans toute la tradition de la peinture grecque, des vases du VIe siècle avant notre ère jusqu'aux mosaïques du IIIe, IVe siècle après, les peintures grecques sont généralement inscrites. Il y a les noms des personnages. Et si on lit par exemple un écrivain comme Pausanias, qui a écrit une espèce de guide bleu de la Grèce du au IIe siècle après Jésus-Christ, il décrit parfois des peintures avec beaucoup de personnages, il donne les noms, et puis parfois il dit « Ah, là, je ne peux pas donner le nom parce que l'inscription est effacée ». Ici, nous sommes devant une fresque entièrement muette. Je précise d'ailleurs que le seul texte que nous possédons sur
disons, la façon dont les nobles romains aimaient s'entourer de décors. Le seul texte en réalité qu'on possède, c'est dans le Satyricon de Pétrone. Malheureusement, c'est un texte qui est, malheureusement pour nous, qui est entièrement parodique. Pétrone met en scène un certain Trimalchion, qui est un affranchi nouveau riche et qui essaye de singer les comportements des aristocrates. Donc il n'arrête pas il fait faire des décors partout en peinture, il fait faire des décors pour sa tombe, tout est décrit, mais malheureusement, évidemment, le personnage ne fait que caricaturer, disons, ce que faisaient les nobles romains. Donc, alors par exemple, Trimalchion fait faire une grande peinture avec sa vie, il raconte sa vie, et on nous dit que Trimalchion a fait peindre des inscriptions. Et évidemment, lui, il fait peindre des inscriptions parce que, disons, c'est un affranchi qui n'a pas compris ce que faisaient les nobles, lui, il veut que les gens comprennent ce qui est représenté. Mais justement, les nobles romains ne cherchaient pas à faire comprendre aux tout venants, si vous voulez, ce qui était représenté. Donc il y a là une difficulté, car ces décors se présentent, disons, et même ont été conçus sous une forme, disons, énigmatique. Et c'est une des grandes raisons, naturellement, pour lesquelles disons, les interprétations des modernes sont extrêmement divergentes, malgré l'énorme masse de documentation à la fois iconographique, historique et littéraire que nous possédons sur l'Antiquité classique. Ensuite, il y a, alors, à partir du moment où il n'y a pas, je répète, d'inscription, l'identification certaine, il y a évidemment la question qui se pose, c'est la composition. Or, la composition même de la fresque a donné lieu à des divergences nombreuses, et en particulier, donc, le sens de lecture, comment est-ce qu'il faut comprendre l'organisation, si vous voulez, de ce décor. Alors, bon, là, je vais résumer pour ne pas vous lasser, si vous voulez, mais il va de soi que, en face d'un décor énigmatique, il faut toujours regarder ce qui est au centre. C'est vrai de ces fresques, c'est vrai de n'importe quel monument, où l'imagerie est privée d'inscription. Or, ici, le centre, je l'ai dit, c'est un couple divin avec Dionysos et une femme incomplètement conservée, mais enfin, un personnage féminin. Et en plus, en réalité, l'axe désigne plutôt le personnage féminin. Donc Dionysos ne pose pas de problème. Et à peu près, disons, 90% des commentateurs ont compris qu'il s'agissait d'un couple d'amoureux. C'est-à-dire que le personnage féminin était l'épouse de Dionysos, c'est-à-dire la fameuse Ariane. Et cette interprétation spontanée, si on peut dire, a été mise en cause et pratiquement réfutée par un Français dont le nom, certes, je vous le concède, n'est pas très connu aujourd'hui. Il s'appelle Pierre Boyancé, il a été professeur de littérature latine à la Sorbonne, et il a été surtout probablement le plus grand spécialiste du XXe siècle de la philosophie religieuse grecque. Et ce Pierre Boyancé donc, a fait observer que il était quand même étrange pour un couple d'amoureux de voir le dieu à moitié nu et la femme entièrement habillée, surtout de voir la femme assise plus haut que le personnage, que le fameux Dionysos. Alors c'est d'autant plus étrange que, naturellement, toutes les représentations de Ariane et Dionysos, c'est-à-dire du couple d'amoureux, les représentent naturellement toujours sur le même plan, mais jamais avec, évidemment, une position hiérarchiquement plus élevée de la femme. Donc, Boyancé avait conclu qu'il s'agissait de sa mère. Et l'interprétation ici de la mère du dieu, Sémélé,
est d'autant plus quasiment certaine que tous les textes que nous possédons sur les mystères dionysiaques ne parlent que de la mère et jamais de l'épouse. Et il y a bien d'autres arguments, et en particulier le fait que disons, la grande tradition grecque faisait de la mère de Dionysos une déesse et ne faisait de la Ariane qu'une simple Ménade devenue épouse du dieu. Alors, il y a une deuxième chose importante, c'est la présence manifeste de rituels. Et ces rituels se signalent par la présence de récipients. Car dans le monde grec, qui disait religion ou rituel, disait récipient. Récipient, c'est-à-dire, ici, par exemple, le vent, V-A-N, bien entendu, l'objet à vanner, si vous voulez, qui, dans le monde dionysiaque, était un récipient extrêmement important. Et qu'on connaît par d'innombrables représentations. Et puis il y a la corbeille circulaire qu'on voit ici. Et dans les deux cas, vous voyez que ces récipients sont voilés. Or, ce qui qualifie précisément le mystère dans le monde grec, puisque ce sont des mystères grecs, c'est précisément le voile sur le récipient. C'est-à-dire la présence d'objets dont la vue est interdite. Donc, disons qu'une grande partie des interprétations s'est fondée sur l'idée qu'on était en présence de rituels dionysiaques. Et on a, à l'inverse, un grand nombre d'interprétations qui postulent que les rituels seraient, enfin, supposer qu'il y ait des rituels montrés, ils n'auraient qu'une pure valeur, disons, allégorique, et qu'en réalité, ce qui serait représenté ici, c'est la thèse qui a été soutenue récemment par Paul Venn. Donc, ce qui serait montré ici, ce serait uniquement, disons, un mariage enfin, une espèce d'exaltation du mariage de la propriétaire de la villa, qui montrerait ces diverses émotions ou un certain nombre d'épisodes qui l'auraient marqué à travers, disons, le voile, si vous voulez, du monde dionysiaque ou des mystères dionysiaques. Alors, si on regarde la fresque, en ce qui concerne la composition, bon, on a évidemment fait toute une série de suppositions. Je répète qu'il y a plusieurs thèses sur le sens de lecture, mais vraisemblablement, enfin, ce qui a été, je vous donne ici des interprétations qui me paraissent les plus vraisemblables. On a souligné le fait que sur la partie droite de ce décor, qui converge vers le couple divin, on voit apparaître uniquement des femmes, à l'exception des petits Eros, etc. Donc uniquement des femmes. Et on voit donc une toilette de mariée, en effet, mais qui a orienté beaucoup d'interprétations vers le thème du mariage exclusivement, si vous voulez. Donc on voit une toilette de mariée. On voit ensuite une femme nue qui, en réalité, disons, est en train de danser et rappelle de très près l'iconographie des Ménades, c'est-à-dire de ces demi-déesses de l'entourage de Dionysos qui sont animées d'un mouvement frénétique, irrationnel et qui dansent à perte de souffle. Et puis ensuite, on a une scène très curieuse, très compliquée, et qui est centrée sur une femme, une démone ailée, une démone aux ailes noires, qui en plus tient un fouet. Et c'est vous dire si ce personnage, cette démone fouettarde, en quelque sorte, a pu exciter les fantasmes toujours latents des commentateurs de ce genre de documents. Et alors, il y a une première chose à observer. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais tout se passe en même temps, par exemple. Toutes ces scènes sont simultanées. D'autres ont dit, ça se lit de gauche à droite, d'autres de droite à gauche, etc. Donc, il y a une foule de divergences, je répète, sur ces documents. Donc, l'interprétation qui, disons, se déduit logiquement de l'identification de ces mêlées, je répète, malgré, me semble-t-il, sur d'évidence qui est resté longtemps minoritaire, mais ce qui est en train de changer, Dieu merci. Donc, si on admet qu'on aurait ici ces mêlées, on voit ici un mariage,
On voit ici une Ménade en train de danser. Et on voit ici, en gros, une scène assez dramatique, puisqu'on voit une démone ailée qui a un fouet, et puis on voit une dame derrière qui s'apprête à dévoiler le récipient des mystères. Donc on a 3 épisodes. Et après, on voit Sémélé, disons, non pas au ciel, n'est-ce pas, mais sur l'Olympe, devenue déesse en quelque sorte. Or, mariage, ménadisme, enfin danse effrénée, si vous voulez, et épisode dramatique avec fouet et dévoilement. Il y a une clé d'interprétation qui paraît, disons, plus ou moins s'imposer, mais là je ne rentre pas dans tous les détails. Sémélé a été unie à Zeus, et elle a évidemment mis au monde Dionysos. Donc elle a été unie à Zeus. Ensuite, elle a porté l'enfant Dionysos dans son sein, et les sources nous disent qu'elle a été la première Ménade, puisqu'elle portait en elle le dieu de la folie et de la danse frénétique et de l'ivresse. Et 3e épisode, elle demande à voir Zeus en majesté, elle est foudroyée, et au moment même où elle est foudroyée, naît l'enfant Dionysos. Or, on a ici un mariage, une Ménade, et une scène complexe et dramatique, où il y a un coup de fouet, et au moment du coup de fouet, il y a un dévoilement. Et sans entrer dans les détails, on peut trouver bien des arguments, là je n'entre pas dans les détails qui nous conduiraient probablement dans 3 jours vers minuit, si vous voulez. Mais une scène de rituel ici qui vraisemblablement devait être interprétée comme symbolisant simultanément la mort de Sémélé et la naissance du dieu. Et si on regarde la scène suivante, enfin la paroi d'en face, on voit un petit garçon nu d'environ 7 ans, si vous voulez. On l'a vu dans une scène de pédagogie, en présence de sa mère. On voit ensuite une espèce de scène rituelle. Et ensuite, on voit 3 personnages qui sont un silène et puis 2 demi-dieux de la nature. Une femme affolée qui regarde un silène, vraisemblablement le même, et les 2 personnages, toujours des demi-dieux de la nature, avec lui. Et ensuite Dionysos. Or, ici, là encore, je répète, je simplifie beaucoup. Le premier silène est couronné de laurier. Il tient une lyre. Or, ce sont les emblèmes d'Apollon. Le deuxième silène est couronné de lierre. Il a un tambourin à côté de lui. On verra les images très vite après. Et il tient un vase à boire du vin. Les 2 demi-dieux de la nature ici, il y a une fille qui est en train d'allaiter une chèvre et le garçon est en train de jouer de la flûte de Pan. Autrement dit, vraisemblablement ce qu'on voit ici, on a un jeune garçon avec la nudité et les bottes, là on ne le voit pas, de Dionysos. Ensuite, une scène X. Ensuite, on voit un silène apollinien et 2 demi-dieux de la nature qui sont rattachés au dieu Pan, la flûte de Pan et l'échelle. Et puis, après, on voit une scène où ces mêmes personnages sont dionysiaques, et en particulier, le silène est couronné de lyre. Donc on pourrait penser que, ici, on a, par hypothèse, Dionysos. Ici, le silène apollinien et les 2 demi-dieux liés à Pan, absence de Dionysos. Et ici, retour de Dionysos. C'est-à-dire qu'on aurait d'un côté la vie de Sémélé et sa divinisation, et en face, on aurait la vie de Dionysos, puisque Dionysos a été un héros, c'est-à-dire un fils de Dieu et de mortel. Il était fils de Zeus et de Sémélé. Et il a été, d'après les légendes, démembré par les titans, massacré, si vous voulez. Et ensuite, il a été sauvé. Son cœur a été sauvé par sa sœur Athéna.
Et il avait sa tombe à Delphes, et il est devenu Dieu, bien entendu. Il a commencé par conquérir l'Asie, et ensuite il a conquis la Grèce. Et donc ce qui serait représenté ici, ça serait les enfances de Dionysos, un rituel des mystères de Dionysos qui devait concerner la mort et la résurrection du Dieu. Et ici, ce qu'on voit apparaître, c'est l'absence de Dionysos et le retour de Dionysos, avec la présence ici de cette femme affolée, qui doit symboliser l'angoisse de la propriétaire de la maison quand elle a adhéré, si vous voulez, à une religion qui était à la fois d'apparence très rustique, très violente, avec les ménades, avec le vin, l'ivresse, et en plus qui était une religion qui était très en vogue chez les ennemis de Rome. Vous connaissez sans doute le fameux Crassus qui a été vaincu par les Parthes et dont on a coupé la tête. Or, Crassus, on a pris sa tête, enfin les Parthes ont pris sa tête, et sa tête a été présentée au cours d'une représentation des Bacchantes d'Euripide, qui s'était déroulée devant le roi d'Arménie et le roi des Parthes. Les Bacchantes d'Euripide, c'est-à-dire la grande pièce qui était très célèbre dans tout le monde grec et même à l'extérieur du monde grec, et qui racontait les histoires de Dionysos venant reconquérir la Grèce, enfin imposer sa propre divinité au monde grec. Alors, je vais, si vous voulez, rester là parce que sinon je vais vous épuiser, mais simplement, je répète, ce document est intéressant parce que Dionysos occupait à cette époque avait une popularité extraordinaire à cette époque qui était liée au fait qu'il était le dieu du théâtre. Tous les théâtres grecs pratiquement sont rattachés à Dionysos. Il était le dieu des mystères, les fameux mystères orphiques ou orphico-dionysiaques avaient une grande popularité. On a retrouvé par exemple des tablettes en or inscrites dans des tombes. On en retrouve de temps en temps. On a beaucoup de documents sur ces mystères, aussi bien d'ailleurs en Italie qu'en Grèce. Il y avait eu, au début du IIe siècle avant notre ère, à Rome, le fameux scandale des bacchanales, c'est-à-dire les mystères dionysiaques qui avaient été dénoncés au Sénat et ça avait entraîné une répression. Donc il y avait une espèce de popularité du dieu des mystères, c'est-à-dire du dieu, disons, qui promettait la vie, la survie bienheureuse à ses initiés, ce que Platon appelait ironiquement l'ivresse éternelle. Et c'était le dieu de l'âge d'or, puisque Dionysos, d'après sa légende, aurait créé l'âge d'or en Asie, après avoir conquis le monde. Et c'était en même temps un dieu très politique, puisque beaucoup de rois grecs se faisaient appeler nouveau Dionysos. Et le dernier personnage qui s'est fait appeler nouveau Dionysos, on le sait par les textes historiques et par les inscriptions, c'est Marc-Antoine. Au moment où il épouse Cléopâtre, il se fait proclamer nouveau Dionysos en Orient. Donc c'était un dieu, si vous voulez, et qui, alors c'était surtout, et ce que dit d'ailleurs Euripide dans les Bacchantes, c'est le dieu de la vie heureuse, c'est le dieu de la vie joyeuse. Et c'était même d'ailleurs un programme politique. On sait qu'à Alexandrie, il était dangereux de ne pas se joindre au cortège où l'on dansait, où l'on buvait du vin, c'était de l'opposition politique. Donc Dionysos était, par excellence, le dieu qui avait apporté le bonheur ici-bas, notamment avec le vin, et qui promettait, disons, le bonheur au-delà de la mort. Et je répète qu'il était le maître absolu de la scène de théâtre grec. Donc c'est un dieu très populaire. Mais évidemment, pour les Romains, c'est un dieu dangereux, parce que c'est le dieu d'un certain nombre de leurs adversaires. Mithridate s'était aussi proclamé nouveau Dionysos. Et Mithridate avait massacré tous les Romains en Asie mineure. Donc c'est un dieu dangereux. Mais vraisemblablement, ce que montre cette fresque, et je termine là-dessus, et c'est l'intérêt évidemment extraordinaire de la Villa des Mystères, qui possède in situ, si vous voulez, cette fresque. Cette fresque a premièrement l'intérêt naturellement de montrer, disons, d'abord c'est un chef-d'œuvre pictural.
Deuxièmement, c'est un document qui montre une foi personnelle, si vous voulez, de ce personnage, vraisemblablement la propriétaire de la maison, donc qui montre, qui exprime, si vous voulez, une adhésion à cette religion dionysiaque. Et puis troisièmement, c'est un document, là encore, tout à fait unique, parce que ce sont des mémoires d'une femme. Alors, on n'a pas de mémoire écrite par une romaine, si vous voulez, mais on a une peinture qui raconte la vie de cette femme. Et cette peinture, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas évidemment été imaginée par un artiste, mais ça n'est pas une création originale d'artiste. C'est un récit imagé, en réalité, qui raconte la vie de cette femme. Enfin, la vie de cette femme dans ses rapports avec, justement, sa croyance, c'est-à-dire avec la divinisation de Sémélé et de son fils Dionysos. Et de ce point de vue-là, je rejoins le Satyricon de Pétrone. La grande peinture que fait réaliser Trimalchion, c'est sa vie à lui. Mais évidemment, c'est une vie qui est marquée par Mercure, le dieu des marchands et des voleurs, par, si vous voulez, la vie de Trimalchion, c'est la vie d'un esclave qui va finir milliardaire et qui surtout inscrit, si vous voulez, à chaque fois les noms sous les personnages qui sont peints. Donc ici, on a en quelque sorte l'antithèse, on a le modèle que Trimalchion n'a fait que singer, et ce modèle, c'est les seules mémoires que l'on connaisse d'une femme dans l'Antiquité. Je répète, ces mémoires ne sont pas écrites, ce sont des mémoires qui sont peintes. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Donc après cette description d'un certain nombre d'éléments de la fresque, je vous propose donc de passer à la deuxième partie de cette conférence qui va davantage se focaliser sur les technologies qui vont permettre de diffuser ces compétences, ce savoir autour de la vie à Pompéi, par exemple. Donc déjà, en quelques mots, le contexte actuel de la 3D. Ça fait déjà un certain nombre d'années que les participants à l'association Ars Mathematica prévoient que la 3D va bientôt impacter fortement le grand public. Ça fait en fait, même pour être précis, moi j'attendais que cet impact au niveau du grand public arrive depuis au moins 5 ans. Et puis il se trouve que un certain nombre d'intervenants dans le domaine de la 3D attendaient une locomotive. Et la locomotive, elle est arrivée pour le Noël de cette année, c'était le film Avatar. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, depuis de nombreuses années, on sait faire de la 3D, on sait modéliser des choses en 3D, on sait réaliser des objets en 3D, mais souvent, ces compétences ou ces outils étaient restreints à... La connaissance de ces compétences ou ces outils était restreinte à un petit cercle de personnes travaillant dans le domaine, mais on était loin de toucher le grand public. Alors évidemment, énormément de personnes jouaient en jeux en réseau, avec des jeux en 3D chez eux, mais on n'était pas encore dans le fait de toucher d'impacter de façon forte le grand public avec la 3D. Et puis avec le succès du film Avatar, eh bien, c'est mon interprétation à moi en tout cas, je le vois vraiment comme la locomotive que tout le monde attendait pour pouvoir déclencher ces nouveaux usages, montrer au grand public comment utiliser ces nouveaux outils aussi qui vont aller avec ces nouveaux usages, faire en sorte que le grand public s'attaque réellement à la 3D. Et le propos que je veux développer justement dans cette conférence est d'autant plus fort que on n'est qu'à quelques mois, là, nous sommes qu'au mois d'avril, on va dire que ça fait 4-5 mois que le grand public se rend compte que la 3D, tout le monde, ça peut toucher vraiment tout le monde. Et on voit déjà, en quelques mois, on a vu énormément de nouveaux produits, énormément de nouveaux usages, avec aussi de nouveaux projets, avec des personnes qui vont se mettre à faire de la 3D pour, comme je le disais tout à l'heure, pour représenter un lieu historique ou un lieu archéologique. Alors, la 3D et le grand public, ça peut représenter énormément de choses. C'est ce qu'on va regarder dans un instant. Au sein d'Ars Mathematica ou d'Inolam, Innovando, nous avons déjà surveillé ces évolutions depuis quand même plusieurs années. Et nous avions commencé, il y a déjà 7 ans, par la modélisation du port de Carthage,
en VRML. Le VRML, c'est un langage qui s'approche, c'est un langage de description de scène. C'est avec des grosses guillemets, c'est un langage qui s'approche des langages qu'on peut trouver quand on décrit une page web. Bon, il ne s'agit pas du HTML, mais il s'agit d'un langage qui permet de représenter en 3D un objet ou une scène. Et déjà, donc, quand nous avions commencé à travailler au niveau du port de Carthage, on avait senti un très très fort potentiel pour des personnes ne connaissant pas la 3D, mais désirant représenter en 3D des scènes ou des scènes ou des objets, un très très fort potentiel pour pouvoir utiliser cet outil, VRML, afin de décrire les choses à représenter en 3D. Finalement, le succès auprès du grand public du VRML n'a pas été celui escompté, mais le format VRML continue de vivre, ne serait-ce qu'à travers les imprimantes 3D, dont je vous montrerai un exemple de réalisation tout à l'heure. Ensuite, nous avons travaillé avec un groupe de passionnés sur le château de Coucy, groupe qui était dirigé par Jacques Pommier, qui lui était plutôt du côté d'Orléans, alors que le château de Coucy se trouve pas loin de Compiègne. Et ce groupe de passionnés, se basant sur des documents historiques, ont essayé de reconstruire le donjon du château de Coucy, qui était justement particulièrement connu par rapport à sa taille, par rapport à son importance. Donc ce deuxième travail s'est fait avec un outil qui lui aussi était à destination du grand public ou grand public un petit peu spécialisé, en particulier avec Blender. Et nous avons eu l'occasion de travailler avec plusieurs membres d'Ars Mathematica pour permettre la visite en 3D du château avec les gants en 3D. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de gants. Puis nous avons continué sur la Villa des Mystères et depuis une période très récente, depuis quelques semaines, on a un groupe de lycéens qui se sont passionnés pour les arènes de Lutèce, enfin qui étaient déjà intéressés par les arènes de Lutèce et qui sont en train d'évaluer l'outil SketchUp, le même outil qui nous a servi pour la réalisation de la modélisation de la Villa des Mystères, et donc qui se sont passionnés pour réaliser ces arènes. Globalement, le grand public, on va dire que pour le grand public, la 3D, c'est avant tout d'abord du virtuel, c'est-à-dire qu'on va représenter sur un écran d'ordinateur des choses existantes ou pas. Mais la locomotive Avatar, comme je le disais tout à l'heure, va apporter quelque chose de nouveau au niveau de la 3D. C'est qu'en fait, le grand public va se rendre compte qu'on peut créer physiquement des objets qu'on va tenir en main. Alors on a un certain nombre d'outils qui sont accessibles par rapport à ce personnage grand public, entre guillemets. C'est-à-dire une personne qui n'a pas été formée pour utiliser des outils professionnels ou des outils très complexes afin de réaliser de la 3D. Parmi les outils que nous avons, sur lesquels nous avons un petit peu regardé, donc il y a Blender, c'est un logiciel libre, et la version 2.5 devrait arriver d'ailleurs très très bientôt, tout le monde l'attend avec impatience. Et puis il y a un outil qui lui n'est pas du tout un logiciel libre, mais c'est l'outil SketchUp, porté par Google, avec l'objectif de pousser en avant l'usage de la 3D auprès d'un maximum de personnes. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de Google Earth, et il est possible donc d'intégrer les objets des bâtiments, par exemple, réalisés par SketchUp directement dans Google Earth, avec tout un système communautaire qui va faire que chacun va pouvoir développer tel ou tel bâtiment, le bâtiment qui l'intéresse, le mettre à disposition sous Google Earth et permettre en fait au plus grand nombre d'accéder à la visite 3D du bâtiment que la personne aura réalisé. Le dernier point qui s'appelle Google Lively, ça peut paraître un petit peu surprenant de le mettre ici, c'est justement un projet qui est mort, en fait il n'existe plus. Pourquoi je l'ai laissé dans ce transparent qui présente un certain nombre d'outils accessibles? C'est simplement pour mettre en avant le fait que avec le développement de l'Internet ou les usages autour de l'Internet, on se trouve dans des systèmes d'essais, erreurs, avec création de nouvelles choses, arrêt de projets, des choses qui vont avoir une sorte de processus qui va être très rapide. Et Google Lively, c'est un outil qui avait été proposé par Google pour permettre de faire du chat 3D directement sur Internet. Et autour de Google Lively, il était possible donc, de développer développer des lieux avec possibilité de rencontres en 3D pour les différents internautes participant à ça. Et bien, même si l'expérience Google Lively s'est arrêtée, on retrouve toute cette démarche de toucher le plus grand nombre autour d'outils, que ce soit de Google, même de Microsoft. Tout le monde a entendu parler de Photosynth, par exemple, de Microsoft. Si vous ne connaissez pas ces outils, je vous invite à regarder les démonstrations sur Internet, c'est tout à fait extraordinaire.
Alors, je vais revenir sur les différents outils. Je vais passer rapidement là-dessus, mais juste pour vous montrer de quelle façon quelqu'un qui n'est pas spécialiste, qui n'a pas nécessairement un gros laboratoire à côté de lui ou avec lui, de quelle façon un passionné en histoire va pouvoir réaliser un objet ou un lieu. Donc le premier, je vais me baser sur le château de Coucy qui a été réalisé par Jacques Pommier, qui fait aussi partie d'Ars Mathematica. Donc lui, il ne représente pas un laboratoire, il ne représente pas une société, mais il intervenait au sein d'Ars Mathematica comme particulier. Alors, Jacques Pommier, avec les différentes personnes qui sont dans son équipe, ont d'abord commencé... Alors, il faut que je retrouve, je l'ai juste là. Ah, c'est là. Voilà. Jacques Pommier s'est tout à fait passionné pour ce château de Coucy. Et une partie de son travail, c'était bien sûr sur place de prendre un certain nombre de photos, de récupérer des documents, soit en récupérant des photos que lui-même a faites, ou des photos faites par des personnes qui travaillent avec lui. Donc là, vous voyez un certain nombre de photos du site. Et on va terminer par ce que lui-même a réalisé. Je vais aller un petit peu rapidement. Voilà. Donc, le premier travail a été d'utiliser un outil qui s'appelle Blender, dont j'ai parlé un instant. Et donc, on va aller directement sur Blender. Son travail s'est fait en plusieurs étapes. Évidemment, dans un premier temps, puisqu'il s'agit d'un château, le relief a une importance considérable. La première partie de ce travail a été de modéliser le relief. La fenêtre que vous voyez actuellement représente, ce que vous voyez à l'écran, c'est le logiciel Blender en fait. Donc une première partie de son travail était de modéliser en 3D le terrain sur lequel va être positionné le château. Avant de positionner justement concrètement le château, je vais aller par là, ce sera plus rapide. Voilà, on va avoir les différents éléments du château. Je vais passer, je ne sais pas si c'est très visible. Et on va directement aller sur le donjon, qui a donc été modélisé en fonction, peut-être pas très visible. Et donc le donjon qu'on voit ici, ces différents éléments pouvant être assemblés, et c'est ce qui nous a donné l'image qui est ici, qui permet donc de se promener virtuellement dans le château. Ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe de passionnés qui ont travaillé avec Jacques Pommier, on a différentes personnes qui ont travaillé sur différentes parties du château. Avec pour chacune de ces personnes, non seulement le fait d'apprendre à utiliser un logiciel, qui est quand même assez pas tout à fait aussi accessible que SketchUp, le logiciel Blender, mais ça permet non seulement aux personnes d'acquérir des compétences dans la modélisation 3D, mais surtout ça a permis à ces personnes, par un système d'essai-erreur, de valider un certain nombre d'idées ou d'idées reçues que ces personnes pouvaient avoir sur la forme du château ou la construction d'un château. Donc le rôle pédagogique en utilisant ces outils est très important. Je voudrais vous parler maintenant je vous ai parlé à l'instant des arènes de Lutèce. Eh bien, on a trois étudiants qui sont dans un lycée parisien qui, depuis une semaine, c'était un petit peu l'essai, mon objectif, je voulais voir si en très peu de temps, ces personnes pouvaient apprendre à réaliser un château. Alors cette image n'est pas l'image qui a été réalisée par eux. Donc ces personnes, en une semaine, sont partis de rien, sans rien connaître au logiciel. Le logiciel utilisé, c'est le logiciel SketchUp, donc de Google, librement téléchargeable. C'est pas un logiciel libre, mais il est gratuitement téléchargeable sur Internet. Et en partant de documents que eux-mêmes ont collectés soit sur Internet, soit en allant sur place, eh bien, donc là, on a cette image-là, je crois vient plutôt de ceux qui ont modélisé concrètement le château au sein du ministère, il me semble. Donc c'est pas une image des étudiants. À partir d'images récupérées sur Internet ou d'images qu'eux-mêmes ont fait, eh bien ces personnes ont réalisé et modélisé le château, pas le château, les arènes de Lutèce. Donc voilà, le travail que vous avez là, c'est un travail qui a été fait par des personnes qui, donc on va y aller directement, des personnes qui, il y a seulement une semaine. Et encore une fois, le fait de leur donner un dernier moment cette contrainte, c'était voulu pour pouvoir démontrer le principe que n'importe qui maintenant, ou presque n'importe qui peut se mettre à faire de la 3D avec un petit peu de volonté. Il y a une semaine, ces personnes-là ne savaient pas du tout ni comment modéliser, ni comment réaliser ce genre de choses. Je vais terminer les éléments de construction de la Villa des Mystères, puisque c'est le sujet principal du jour. Les images que je vous montre sont soit des images qui ont été
prises par le professeur Gilles Seron, soit sinon des images qui ont été récupérées sur Internet. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que maintenant, avec les bases de données d'images qu'on a sur Internet, ou les vues aériennes qu'on peut avoir avec des logiciels comme Google Earth ou d'autres, eh bien, on va être capable, sans nécessairement se déplacer sur place, on va être capable de reconstruire les lieux. Donc là, vous avez un certain nombre d'images qui ont servi dans le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, en 3D, pour reconstruire justement la Villa des Mystères. Voilà, donc ce sont des exemples de photos qui sont distribuées avec une licence Creative Commons qui permet à tout un chacun de les utiliser. Attention, Creative Commons, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de photos qui n'ont pas de licence, qui n'ont pas de droit d'auteur, mais ça veut dire que les auteurs sont toujours les possesseurs légaux des photos, mais autorisent tout un chacun à utiliser ces photos pour autre chose que simplement regarder les photos. Et nous, ces photos, nous les avons utilisées pour modéliser la Villa des Mystères. Alors, je vais revenir sur... voilà. Donc, voilà, on est les différentes personnes qui ont travaillé sur ces projets. Donc, Jacques Pommier pour le château de Coucy, Jean-François Sommier, ou Marine Perrotto ou David Leto qui ont travaillé sur les arènes de Lutèce, et puis le port de Carthage. Pourquoi dans les autres réalisations, pourquoi j'ai laissé ce dernier point? Parce qu'en fait, ces mêmes technologies peuvent s'appliquer à des choses très très différentes de l'histoire. Exemple ici, vous avez la modélisation de l'intérieur d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, et c'est une modélisation 3D du fonctionnement de la bactérie. On va utiliser en fait les mêmes outils pour modéliser le vivant, pour modéliser de la biologie, pour modéliser même des processus industriels ou des machines, les mêmes outils qu'on va pouvoir être amené à utiliser quand on va faire de la, comment dirais-je, de l'histoire ou de l'archéologie. Donc les différentes sources d'informations pour la Villa des Mystères, comme je vous l'ai dit, c'était la première source d'information, ça a été le livre de Gilles Seron, puis des informations soit sur Google Earth, soit sur Internet. Et puis nous avons utilisé un certain nombre d'outils comme cette souris 3D, mais aussi d'autres outils qui ont été mis à notre disposition. Alors je vais maintenant vous parler du dernier point qui me paraît essentiel au niveau de la 3D, puisqu'on a parlé beaucoup de 3D sur un écran. Maintenant, le dernier point essentiel, c'est le fait que la 3D va venir dans notre monde réel à nous. Et en particulier, ça va se faire avec deux étapes. La première étape, on va scanner un objet, ou on va le modéliser en 3D, dans la mémoire de l'ordinateur. Et surtout, dans la deuxième étape, on va créer réellement cet objet. On va l'imprimer en 3D. Alors je sais bien que de parler d'impression 3D, ça peut paraître un petit peu surréaliste, c'est de la science-fiction, mais ça peut paraître être de la science-fiction. Mais je vais vous montrer donc concrètement comment se déroulent ces étapes. La première étape va se dérouler autour de la modélisation soit de la modélisation en mémoire de l'objet, soit sinon autour du scan d'un objet. Alors, est-ce que je devrais l'avoir là? Non. Bon, c'est pas gagné. InfoSculpture aspires to archive the morphological features of the heritage artifacts. InfoSculpture has been undertaking research initiatives to develop efficient algorithms for healing. Super, j'ai perdu mon truc 3D, je vais vous le retrouver rapidement. Je l'ouvre juste ici, voilà. Donc les arènes, vidéo. Alors, on est... Ah, c'est derrière. Voilà, donc là on a différents processus qui vont permettre de scanner un objet en 3D, c'est-à-dire de rentrer dans la mémoire de l'ordinateur l'ensemble des points de la surface de l'objet qu'on cherche à scanner. Donc là, vous avez une vidéo qui a été présentée par des participants de l'Université de Caen qui sont venus pour une conférence il y a quelques années d'Ars Mathematica. Et là, on a un système qui va permettre d'extraire d'un objet un certain nombre de points. On parle de nuages de points. Et à partir de ce nuage de points, on va travailler sur l'objet, soit pour essayer de le restaurer, soit pour valider des hypothèses, dans un travail de restauration, par exemple. Et puis, l'objet que vous avez vu en blanc, c'est l'objet qui a été recréé, couche par couche, à partir de ce travail de scan. Ce que vous avez ici, c'est un système donc, qui va recréer cet objet. Et le travail se fait
en liaison soit avec, c'est-à-dire dans la même équipe, on va avoir des historiens, on va avoir des personnes qui vont travailler sur des historiens ou des personnes qui vont travailler sur l'objet lui-même, et puis des ingénieurs qui vont diriger un certain nombre de machines. Je voudrais en fait terminer par une dernière vidéo qui va résumer le processus complet. Il s'agit, nous y voilà, qui vous expliquera un petit peu plus comment fonctionne ce qu'on appelle un système d'impression 3D. Alors je vais un petit peu avancer parce que le temps va vite. Donc il s'agit d'un projet autour de l'artiste Christian Lavigne qui s'occupe de l'association Ars Mathematica. On dit souvent que les artistes sont prêts à tout sacrifier pour leur art. La preuve, je vous présente mon crâne. Je me demande ce qu'en penserait Shakespeare. Finalement, on est toujours son propre bouffon. Une petite révolution donc dans le domaine de l'art, puisque les artistes peuvent inventer de nouvelles formes, mais aussi créer à partir d'éléments biologiques scannés. C'est ce qu'a fait Christian Lavigne, un cybersculpteur, un projet extravagant, faire de son crâne une œuvre d'art. Pour cela, Christian Lavigne est allé dans le service du professeur Blum à Nancy. À partir de l'imagerie 3D ainsi obtenue, le crâne de l'artiste a pu être imprimé en 3 dimensions et en couleur. Un tête-à-tête sur lequel on trouve les images illustrant toute la vie de ce cybersculpteur. Donc on va se trouver dans la première partie du travail, la modélisation de l'objet en lui-même. Une fois que l'objet a été conçu dans la mémoire de l'ordinateur, on va donc passer la main à une société qui va travailler sur cet objet pour le réaliser. Donc cette démarche va être la même que peut avoir par exemple un historien, un archéologue ou une personne qui a envie de restaurer ou de fabriquer un objet dont il n'a plus nécessairement l'original. Et on va voir donc comment fonctionne une imprimante 3D. Dans la machine au moment de la fabrication. Nous le verrons plus tard. Donc ce crâne-ci est sur le côté et nous l'avons ici en 3D. Donc cette pièce-là, c'est la pièce qui va être envoyée, comme vous le faites avec votre imprimante chez vous au niveau du papier. Ici, on envoie des objets en 3 dimensions sur une imprimante 3D pour fabriquer cette pièce en 3 dimensions. Bien, et alors donc, nous allons aller voir sur la machine ce que ça donne. On va lancer donc la fabrication de cet objet. Donc couche par couche, l'objet va être fabriqué. Alors malheureusement j'ai pas d'objet là, j'ai pas d'objet pour vous en montrer. Ou si peut-être, si avant que... Donc la particularité de cette imprimante, c'est qu'elle va non seulement imprimer l'objet, c'est-à-dire fabriquer physiquement, mais en plus on va pouvoir intégrer de la couleur directement dans l'objet. En fait ici on voit les
couches successives se construire. C'est-à-dire qu'actuellement, dans la boîte noire, 4 têtes d'imprimantes tout à fait classiques viennent mouiller de la poudre qui, une fois mouillée, va durcir. Ainsi, par couches successives, on va venir mouiller des sections de la pièce qui a été construite auparavant et finir par faire un volume entier que nous verrons tout à l'heure en train d'être dépoudré et sorti de la machine. Alors c'est une machine qui envoie 3 couleurs, c'est ça? Il y a 3 couleurs, les 3 couleurs primaires, le jaune, le cyan, le magenta, et un liant qui est transparent de manière à durcir la pièce et de faire la couleur blanche. La pièce complète doit à peu près tourner autour de 12 heures de fabrication. Mais c'est une machine qu'on peut laisser tourner comme une imprimante normale, on peut très bien aller se coucher, si j'ose dire, et la laisser tourner la nuit, par exemple. Totalement. C'est une machine qui peut tout à fait fonctionner sans intervention humaine. C'est-à-dire que ces pièces-là, les pièces de 12 heures par exemple, c'est des pièces qui vont tourner surtout de nuit et qui vont venir être finies de fabrication le lendemain matin. Et on pourra faire tout ce qui est post-traitement, dépoudrage et post-traitement en début de journée. Ce qui veut dire qu'une pièce de ce type-là prend environ 24 heures à être prototypée, fabriquée physiquement et durcie, prête à être exposée. Axiatech a surtout développé des procédés qui permettent de venir finir ces pièces-là. C'est-à-dire qu'après fabrication dans les machines, on a besoin de traiter ces pièces-là de manière à ce qu'elles durcissent et que les couleurs soient les plus belles possibles. Axiatech a développé énormément d'engineering dans ce domaine-là et a créé des produits qui sont très faciles d'utilisation et qui donnent des pièces fonctionnalisables, c'est-à-dire utilisables même couramment, et avec des caractéristiques que ce soit mécaniques et de couleurs très importantes, un rehaussement très important. Voilà, quelques heures plus tard, la machine a fini de fabriquer, donc nous allons pouvoir sortir la pièce du bac de fabrication. Comme je le disais tout à l'heure, la poudre non utilisée, qui n'a pas été mouillée, ne sera pas durcie, donc va être directement recyclée. C'est-à-dire que cette poudre-là va directement être poussée de l'autre côté, du côté de la poudre à utiliser, et nous allons pouvoir redécouvrir à l'intérieur, ici, la pièce que nous avons fabriquée. Petit à petit, à peu près comme un archéologue, nous allons redécouvrir notre pièce. Alors pour quelqu'un qui a conçu un objet en 3D qui jusqu'à présent était simplement visible sur un écran d'ordinateur, c'est toujours très spectaculaire et même très émouvant de voir l'objet physiquement réalisé par ce type de machine. C'est presque magique, hein. Voilà. Et en plus, c'est vraiment, je crois, la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut contempler son propre crâne. Donc ce crâne, une fois sorti de la machine, va être dépoudré. On va souffler dessus dans une enceinte fermée, de manière toujours à recycler la poudre qui reste. Ensuite, il va être imprégné, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer dans cette matière un liquide qui va le durcir et rehausser les couleurs. Ceux-ci font partie des procédés justement d'Axiatech qui permettent d'avoir des pièces de meilleure qualité. Alors, je vais arrêter. J'ai donc ici quelques pièces qui ont des textures différentes, qui ont des couleurs différentes, et que je vous inviterai éventuellement à regarder après cette conférence. Voilà, je vais passer au dernier transparent et on va pouvoir conclure. Hop. Donc le procédé qu'on vient de voir, d'après les personnes qui travaillent avec nous au sein d'Ars Mathematica, constitue ce qu'on appelle l'avenir dans le sens du Digital Object on Demand, le fait de créer des objets à la demande en fonction de ce que les personnes ont envie de créer.
Voilà, donc quelles sont nos perspectives? Eh bien, pour ce qui concerne Innovando ou Ars Mathematica, évidemment, ça va être de consolider les différents projets en cours. Évidemment, continuer la recherche et la veille dans les différents domaines qui nous intéressent. Il s'agit essentiellement de personnes passionnées par le travail qu'elles font. Et puis, comme un certain nombre d'outils ont été développés, d'outils ou de processus ont été développés pour permettre au plus grand nombre de toucher à la 3D ou à des laboratoires non spécialistes en 3D d'utiliser la 3D pour leurs propres outils, eh bien, nous voudrions, pour ce qui concerne Innovando, davantage nous impliquer dans la diffusion de ces savoir-faire ou de ces méthodes. Peut-être que Gilles veut nous donner 2 mots sur ses recherches. Non ? L'avenir des recherches. Sinon, donc pour ceux qui s'intéressent à plus d'informations, qui chercheraient plus d'informations sur ce dont on a parlé, je vous invite à vous pencher sur le livre La grande fresque de la Villa des Mystères de Gilles Seron. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous contacter par mail à bonjf@bonjf.net. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps pour les questions, donc nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour le site de Corinthe et donc la 3D et le site de Corinthe. Merci beaucoup, au revoir.